Ah, génial. Bon, super. Bon, Mais je commence quand commence par même. la mienne. Ouais, je commence. Moi, la promise. Donc, du coup, le thème de la conférence a commencé par l'urgence de sortir de l'obsession du moi. Et dans les retours qu'il y a eu de certains élèves qui ont fait des retours, c'était ils sont sortis un peu perdus et beaucoup souhaitaient un peu des pistes un peu plus concrètes peut-être que ce que tu aurais pu proposer, en tout cas, qu'ils n'ont pas entendu. Moi, j'en ai entendu plusieurs des pistes que tu as proposées pour sortir de cette obsession du moi. Et c'est la première piste, je pense, que tu as proposée, Françoise, c'est l'amour de soi. Et tu as notamment parlé, c'est intéressant pour nous qui sommes toutes et tous ce soir là présents, des enseignants, des pratiquants pardon, de yoga sur le tapis, le respect du corps. Donc, est-ce que tu peux partir sur ça, peut-être en dire plus pourquoi Oui, je euh, peux, mais c'est pas ça voilà. l'outil principal, hein. C'est pas ça l'outil principal, mais c'est Concret. un premier outil que tu as proposé en tout cas. Concrètement, c'est pas l'amour de soi ou le respect du corps, mais c'est quand même l'écoute de soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le yoga swadhyaya, la connaissance de soi. Parce que prendre soin de soi, c'est bien, mais ça peut être fortifié aussi d'une certaine manière l'égocentrisme déjà présent. Donc c'est c'est valable seulement si on a compris que la vie nous offre la possibilité de regarder comment ça se passe, euh, quels sont les moteurs de nos actions, les sources de nos pensées, les origines de nos peurs, enfin tout ce qui fait notre, entre guillemets, vie intérieure. Et ça, je crois que c'est l'action principale. Enfin, c'est vraiment ça qui est fondamental. Mais effectivement, c'est bien de passer outre les, les jugements qui nous ont été introjectés, qui nous ont été donnés la plupart du temps par les parents et par les enseignants et qui forment une image assez nulle de soi et qu'on continue à porter. Donc oui, ça aussi c'est important, mais c'est pas le plus important à mon avis. Et prendre soin du corps, c'est ça la enfin la deuxième chose que tu citais, je crois. Prendre soin du corps, oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein, aussi bien pour ceux qui pratiquent le yoga que pour ceux qui ne le pratiquent pas. Le corps, c'est un miracle, c'est extraordinaire d'intelligence, de sensibilité, et on s'évertue à le, à le polluer, à le pervertir, à l'abîmer. Donc, si on a pris déjà conscience de ça, que c'est un instrument ou c'est même pas un instrument, hein, c'est un compagnon formidable. C'est plus important d'en tenir, enfin d'en prendre soin et d'en tenir compte que de s'occuper de sa voiture ou de sa maison. C'est pas plus mal. Merci. Je ne sais pas si je dois développer davantage. Laissons la place à d'autres Ouais, questions. ouais, ouais, tout à fait. Bah, vas-y, Hélène, si tu veux. Ouais, ok. En, en réfléchissant à tout ça et en réécoutant la conférence, là, j'avais un petit problème de périmètre. Parce De que périnée ou de périmètre? de périmètre. Ah, de périmètre. Le périnée, c'est bon, Marine nous a montré plein d'exercices. C'était en fait, j'ai compris que l'amour, la compassion, la joie, l'écoute bienveillante, etc., c'était une façon de retrouver la sérénité et la tranquillité. Que j'ai compris, hein, vous me direz après si j'ai rien compris, mais que ça ne se décidait pas, parce que pour moi, amour, compassion, joie, écoute bienveillante, ça a à voir avec l'autre. Et le problème de périmètre que j'ai, c'est entre soi et l'autre, en fait. Parce que l'idée de dire que ça ne se décrète pas
Donc, pour moi, c'est l'idée de l'autre. Ça ne se décrète pas. On ne peut pas décider d'aimer ou de compatir. Ou, bon, écoute bienveillante, à la limite, pourquoi pas. Mais en tout cas, aimer, amour et compassion, ça ne se décide pas. Et qu'il fallait donc commencer par l'amour de soi. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Marie, avec le soin de soi. Mais quand vous définissiez le soi, c'était pas le moi et c'était très, très vaste en fait. C'était l'univers, les animaux, les végétaux. Donc pour moi, c'est aussi l'autre. Et du coup, j'ai un problème de périmètre en me disant, mais en fait, j'ai bien compris qu'il y avait un problème de non-séparation, mais je finis par plus savoir exactement de quoi on parle entre soi et l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, oui. Bon, premier point, dans le Yoga Sutra, cette combinaison de 4, je ne sais pas comment appeler ça, qualité, amour, compassion, allégresse ou joie et écoute bienveillante, sont présentées comme des moyens. Donc là, je me suis porté en opposition à cette vision parce que ce ne sont pas des moyens. C'est ça que j'ai essayé de dire. On ne peut pas s'en servir comme des moyens parce que on ne peut pas effectivement décider d'aimer. L'amour, c'est quelque chose qui est présent à certaines conditions et la volonté ne donne pas accès à ces conditions, bien au contraire. La volonté est l'expression de l'ego. Donc, l'ego est totalement incapable d'aimer. C'est ce que j'ai essayé de développer aussi. Donc, moi et soi, si on veut revenir à l'idée de qu'est-ce que c'est que le périmètre, ce que le Yoga Sutra indique, c'est que nous sommes tous dans un processus d'identification et ce processus d'identification, il est universel, en tout cas pour l'espèce humaine, depuis un temps immémorial. Il a été valorisé, il l'est encore plus aujourd'hui, l'individualisme. Il a été beaucoup en Occident plus qu'en Orient à cause à la fois, enfin et surtout, je crois, de la religion judéo-chrétienne qui met l'accent sur l'importance de la personne, mais la plupart du temps, c'est peut-être mal compris, cette accentuation de l'importance de la personne, alors que l'Orient a toujours, et l'Inde en particulier, a toujours indiqué que le sentiment d'être une personne séparée, c'est venimeux comme un cobra et qu'il faut être attentif à ce venin parce qu'autrement, il nous emporte dans des processus. Il nous emporte, quand je dis nous, c'est toute l'humanité, il nous emporte dans des processus autodestructeurs et destructeurs tout court. Alors, le périmètre, la question du périmètre, elle est très compliquée parce que tant qu'on a le sentiment d'être une personne séparée, on peut dire il y a moi et l'autre. Mais en fait, il n'y a pas moi et l'autre. Il y a l'univers tout entier et il n'y a pas de coupure dans l'univers. Il n'y a pas de différence entre la fourmi, le lion, le berger, le loup, les moutons, les hommes et les femmes politiques, les militaires, les tueurs, les sadiques. C'est une seule et même réalité qui est coupée en fragments par la pensée. Pensée qui a été développée au cours des siècles par l'être humain parce que c'est un outil de domination et c'est un élément de sécurisation, la pensée. On a l'impression qu'en divisant les choses et en les comprenant, on a un pouvoir sur elles, ce qui est vrai d'ailleurs. La preuve, c'est que l'humanité a développé énormément de commodités pour être plus confortable, pour se croire davantage en sécurité. Mais cette sécurité est très factice parce que les mêmes instruments qui ont servi à développer du confort, etc., elles servent aussi à détruire et on a créé des armes de destruction massive
sans changer fondamentalement ce qui nous constitue les uns et les autres en termes de psychologie, ce sentiment d'être une personne séparée. Donc ce périmètre, il est difficile à déterminer. Si on est identifié, le périmètre, c'est moi et l'autre. Si on voit le danger de l'identification, on peut se demander si ce périmètre existe et s'il n'y a pas une seule réalité, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle la vie, peu importe. C'est cette question-là qu'on doit peut-être se poser. Maintenant, je ne sais plus quelle est l'autre partie de la question, s'il y en avait une autre. Non, non, mais c'était l'idée de la distinction plus que de séparation entre le soi et l'autre. Parce que moi, je comprenais que amour et compassion, c'était plutôt à destination de l'autre. Non. Pourquoi? Bah, tu souffres pas? Ouais, d'accord. Je ne souffre pas? Ben, bien sûr que si. Qu'est-ce que je fais avec ma souffrance? Je la rejette, j'en mets la responsabilité sur papa, maman, ou sur monsieur Macron, ou sur monsieur Mélenchon, ou je ne sais sur qui, ou est-ce que je regarde, j'essaye de voir quelle est la cause de la souffrance. Si je me mets à l'écoute des processus par lesquels la souffrance advient, il y a la souffrance physiologique, manque de vêtements, manque d'abri, manque de nourriture. C'est un scandale à notre époque que dans l'humanité, il y ait plus des 3/4 des gens qui souffrent à ce niveau-là et qu'un quart ou même moins que cela se gavent au point de s'empoisonner par excès de tout. Mais ça, c'est pas de cette souffrance-là dont on parle dans le yoga. On parle de la souffrance psychologique. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est que la souffrance psychologique, c'est le fait que on a le sentiment d'être limité. À partir du moment où on se croit être une personne séparée, on se sent limité et on se sent en manque. Donc, on va chercher une sorte de plénitude dans la relation à l'autre qui fonctionne, par exemple, tant qu'on est amoureux, mais ça ne dure pas très longtemps parce que dès qu'il y a relation, il y a friction entre deux égaux, entre deux personnes différentes qui ont des visions différentes, des besoins différents, une image d'eux-mêmes et une image de l'autre qui entre en conflit. Donc, la souffrance psychologique, elle est, je crois, pour l'être humain, le facteur principal. C'est ça qu'on appelle dukkha, le mal-être en yoga. Et il y a dans le yoga une distinction importante entre moi et soi. Tu as utilisé, c'est normal en français, il n'y a pas vraiment de distinction entre moi et soi. Hein. On parle de soi-même. Quand on dit soi-même, on parle de moi. On parle de je. Mais dans le yoga, il y a une distinction. Il y a, quand on regarde, il y a cela qui regarde et cela qui est vu. Cela qui regarde, on ne peut pas le voir. Parce que si on le voyait, c'est du vu, c'est plus cela qui voit. Donc, si je me regarde dans un miroir, la forme de mon corps, c'est du vu. Si je regarde ce que je ressens être comme le corps, ce sont des sensations. Ces sensations sont perçues, elles sont vues dans la terminologie du yoga, donc ce n'est pas les sensations qui se voient. Les pensées, si je regarde les pensées qui se défilent au sein de mon esprit, ces pensées ne peuvent pas se voir elles-mêmes, c'est quelque chose d'autre qui les voit. Mais si j'essaye de tourner mon regard vers ce qui voit, je ne vois rien parce que ce qui voit ne peut pas être vu. Ce que le yoga appelle soi, c'est cela qui voit, et tout le reste, c'est du vu, moi inclus. Parce que moi, c'est une histoire, ce sont des images, ce sont des souvenirs, ce sont des expériences passées, ce sont des frustrations, ce sont des projections et tout cela, ça fait partie de ce qu'on peut appeler moi. Ce qui est sur la carte d'identité, c'est moi. Mon nom, c'est moi. Mon prénom, c'est moi. Ma date de naissance, c'est moi. Mais tout ça, c'est pas ça qu'ils voient. Et
L'objectif du yoga, c'est de réaliser que l'importance qu'on attribue aux vues nous empêche de nous abandonner ou de nous détendre en laissant la place à ce qu'ils voient. Et c'est difficile à dire autrement. Je ne sais pas si c'est très clair pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est des concepts qui ne sont pas très faciles à appréhender, mais ce que je comprends, c'est que quand on parle d'amour et compassion, c'est pas dirigé vers l'autre, c'est tout englobé, quoi. C'est soi C'est un avec état. l'autre, avec. Oui, c'est un état, c'est pas une action. L'amour est un état. Mm. Donc cet état, c'est comme le soleil. Le soleil ne décide pas de chauffer uniquement l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud sur la Terre. Les rayons du soleil, suivant la façon dont la Terre tourne, ils vont se répandre partout. Ils chaufferont aussi bien les assassins que les saints, ou les bien-pensants, ou les gentils, les méchants comme les gentils. Le soleil répand sa chaleur partout. L'amour, c'est la même chose. Et la compassion, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un acte d'un individu qui s'adresserait à quelqu'un d'autre. C'est que cela rayonne à partir d'une source qui n'est pas l'individu, qui n'est pas moi, qui n'est pas toi, mais qui pourtant est à l'intérieur de chacun, mais masqué la plupart du temps, voilé. Et qui va se révéler la plupart du temps par une circonstance extérieure, la souffrance de quelqu'un, le visage de quelqu'un. On va aimer cette personne parce qu'elle nous plaît, elle nous séduit par sa forme ou par son discours. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est un phénomène momentané et épisodique, mais la source, elle se révèle à travers ça. La source, quand elle rayonne sur tout, indistinctement, aussi bien sur ce qu'on pourrait dire le moi, ce petit personnage que l'on pense être, que sur l'autre. Donc l'amour, la compassion. Oui, Oui, pardon, c'est pas quelque chose qui se décide. Qui se décide, non. Non. Mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver quand même. Non. Ah ouais. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas cultiver quelque chose qui échappe à la personne qui essaye de le cultiver, puisque la personne qui essaye de le cultiver est l'obstacle à cette chose. Bah, ça vient d'où alors? Ça vient quand ceux qui cherchent à le cultiver se tait. Intérieurement, il y a le silence de cette personne qui cherche toujours à obtenir quelque chose d'autre que ce qu'elle a et que ce qu'elle est. Oui, mais ça se cultive, François. Si on crée les conditions permettant justement à ce personnage qu'il puisse enfin se taire pour toucher Alors, cet quelles sont espace les d'amour. conditions? Quelles sont les conditions d'après toi? Bien, il me semble que ces conditions, c'est celles qu'on peut mettre en place notamment en étudiant le yoga. Non, l'étude ne conduira jamais à ça. L'étude, c'est seulement conceptuel. On va avoir une pensée d'amour, mais on n'aura pas l'amour. Oui, on mais aura une pensée l'étude, de c'est un compassion. prémisse. C'est un prémisse. Ça permet une compréhension et cette compréhension, elle permet de lâcher quelque chose. Oui, alors c'est peut-être ce qui permet d'orienter dans la bonne direction l'attention que l'on porte à sa propre existence et à celle des autres. Mais ça ne va pas conduire ni à la disparition de l'identification, c'est pas suffisant. La pensée ne peut pas se tuer elle-même en quelque sorte. L'identification, c'est un processus conceptuel qui se crée. Alors, si on prend l'exemple plus général, probablement, à part quelques individus qui ont eu le malheur de ne pas avoir de mère digne de ce nom, la première identification, c'est à la mère. Parce que c'est l'environnement protecteur, c'est l'environnement nourricier, c'est l'environnement affectif. Et c'est même avant
l'identification à moi, parce que moi, je suis pas encore conscient d'être. Mais ce processus d'identification, il est construit sur l'accumulation d'expériences positives et négatives qui vont finir par créer le concept « c'est ma mère » ou « c'est ma maman ». Et dès là, il y a aussi le concept « c'est moi ». Ça me fait penser à une autre histoire, mais je ne vous la raconte pas maintenant parce que c'est hors de propos en fait. Et donc du coup, je ne sais plus quelle était ta question au départ, mais le processus qui nous construit en tant qu'individus séparés, c'est un processus qui se construit par l'accumulation de souvenirs, et ces souvenirs donnent naissance à des pensées, et ces pensées donnent naissance à des comportements et à ce qu'on peut appeler, donc ces pensées sont des conditionnements. Et c'est surtout ce que nous pouvons faire fondamentalement comme action consciente, on va dire, c'est de regarder, de voir comment nous fonctionnons en tant que moi, de le regarder, et c'est là la difficulté, sans laisser interférer le jugement, la condamnation de ce que l'on voit. Parce que c'est ça le risque, c'est si je regarde comment je suis identifié à ma famille, à mes enfants, hein, la peur que cela me provoque de penser qu'il pourrait arriver quelque chose à mon fils, à ma fille, à mon petit-fils, à ma petite-fille. Parce que pour un adulte, c'est sans doute encore plus effrayant que sa propre mort. Si je regarde cela et que je vois que je suis conditionné dans la mesure où j'attribue une plus grande importance à mes enfants qu'à n'importe quelle autre créature sur cette terre, et que je le vois, la plupart du temps, si j'ai compris le danger de l'identification, je vais me juger négativement. Et là, c'est fini. Le processus de connaissance de soi s'arrête. Donc, le regard intérieur qui ne juge pas, c'est peut-être ça que nous pouvons essayer de développer. C'est la seule, à mon avis, la seule capacité à développer. Mais certainement pas essayer de développer positivement l'amour, la compassion, la joie, ou même l'écoute bienveillante, Parce que, par exemple, quand on voit des écoles comme Carl Rogers qui ont parlé beaucoup de ça, puisque tu es psychologue, je crois, ou tu as en tout cas fait de la psychologie, là, ça devient une technologie. C'est quelque chose qui est défini par la pensée comme étant un outil favorable pour développer la personne humaine. Mais la technologie ne doit pas s'appliquer dans le domaine psychologique. La technologie s'applique dans le domaine concret pour créer des objets, pour développer des outils, ça tout à fait OK. Mais la psychologie, c'est quelque chose qui est le fonctionnement du cerveau en action, et le cerveau est capable de se regarder fonctionner, et c'est ce regard sur son propre fonctionnement qui modifie le fonctionnement. Et ça, à mon avis, c'est la seule, c'est ce qu'on appelle la méditation fondamentalement, et c'est la seule proposition de valeur qu'on peut aller chercher, que ce soit dans le bouddhisme ou dans le yoga. Merci François. Est-ce que ce quête-là, si vous avez toute une question, si on peut au moins poser une question chacun, ce serait chouette. Qui a une question? Alors moi, j'ai une réflexion en rapport avec ce que tu viens de dire, donc je veux bien prendre la parole, à moins que quelqu'un soit plus pressé que moi. Non, tu as dit que tu étais impatient, donc vas-y. Oui, je le suis, ouais, j'avoue. Alors, justement, ça tombe bien parce qu'on a parlé de la problématique des pensées, en fait, de tout ce fonctionnement mental. Et moi, je voudrais revenir à un Yoga Sutra de Patanjali, notamment celui qui définit ce qu'est le yoga, parce que Patanjali définit très clairement ce qu'est le yoga. C'est le 2e sutra. Et en fait, il dit yoga, d'abord en sanskrit, Chitta Vritti Nirodha.
Donc, le yoga, Nirodha. ouais, enfin, Chitta, Vritti, Nirodha, on va oublier mon accent. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental, hein, des tourbillons du mental. Et ça, c'est vraiment pour moi fondamental. C'est-à-dire, on fait beaucoup de blabla sur le yoga ci, yoga ça, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, il dit clairement un truc très simple. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut vraiment essayer d'accéder au yoga, hein, fondamentalement, eh ben, il faut essayer d'arrêter son activité mentale. D'une certaine manière, il faut essayer d'arrêter tout ce fonctionnement mécanique qui est constant et qui est source de tout, qui est cette activité qui ne s'arrête jamais, en fait. Et alors, après, j'ai remarqué la strophe, là, c'est toi, Marie, qui avait choisi la 33, qui dit que voilà, on peut utiliser la compassion, etc., la joie, tout ça. Mais en fait, c'est un moyen, ça. Et c'est un moyen pour y arriver. Il y en a d'autres, des moyens, surtout, principalement, la méditation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est cette base-là, c'est de se dire, OK, Bouddha ne dit pas autre chose, hein. Toute notre problématique vient que, en fait, tout ce qu'on va faire, toutes nos actions, toutes nos sensations, va toujours, en fait, alimenter cette activité automatique. Et à part en méditation, on peut vraiment se poser, et à condition de vraiment y aller dans la méditation, on peut accéder à l'arrêt de cette activité. En dehors de ça, on en est toujours un petit peu en fait, comment dire, victime, quoi. On est toujours, on subit toujours cette activité. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre parce que je finirai plus. Je voulais savoir ce que tu penses. Est-ce que j'en pense? D'abord, il faut regarder quels sont les vrittis dont parle Patanjali, puisqu'il les cite à la suite. Et il les qualifie de klishta ou aklishta, c'est-à-dire source de souffrance ou non. Donc, ça veut dire qu'il y a deux catégories de vrittis, ou du moins, il y a deux manières d'aborder les vrittis du chitta. Il y a une catégorie ou une façon de les aborder plutôt qui va créer de la souffrance et une qui ne va pas créer de la souffrance. Le mot klishta est très intéressant parce qu'il fait référence à ce qu'on apprend seulement dans le second chapitre, à savoir qu'il y a un aspect invisible, on dit invisible en sanskrit, mais ça veut dire inconscient, du chitta, François, qu'on je pense que appelle c'est des... bien que tu traduises chitta, vritti, parce que tout le monde n'est il pas vient d'en dans parler, ce Christ. Oui, mais peut-être que tu emploies le mot en français, peut-être. il n'y a pas de mot en français pour chitta. Bon, bah, tant pis alors. C'est embêtant, hein. Mais je peux essayer d'expliquer ce que c'est. Chit, en sanskrit, c'est la conscience. Mais pas la conscience individuelle, pas la conscience d'un être humain. Chit, c'est la caractéristique. Alors, je vais utiliser un terme occidental hein, pour que tout le monde comprenne, mais ce terme va peut-être vous gêner parce que chacun va l'interpréter différemment. Chit, la conscience, c'est Dieu. Sat, l'être, c'est Dieu. Ananda, la félicité, c'est Dieu. Donc, quand on dit chit, c'est pas la conscience humaine limitée, c'est un champ de conscience qui dépasse infiniment la conscience humaine limitée. Chitta, c'est la conscience humaine limitée. Ça ressemble à la conscience, ça semble être conscient, mais c'est une mascarade. Alors, regardons quels sont les vrittis. Les activités, hein, les tourbillons, que tu as traduit par tourbillon, c'est vrai, vrit, ça veut dire tourner, tourbillonner, c'est-à-dire le cerveau est en état permanent de fonctionnement, et il ne s'arrête quasiment jamais, sauf peut-être dans un des vrittis, une des activités qui est nidra, le sommeil sans rêve, le sommeil profond, qui est une des activités citées. Donc, il y a 5 activités. Pramana, les moyens d'obtenir une connaissance juste sur le plan empirique. Savoir que la glace, ça brûle autant que le feu brûle, que la glace brûle. Enfin, tout ce qu'on peut obtenir comme connaissance par les sensations, mais aussi tout ce qu'on peut obtenir comme connaissance par le raisonnement, la réflexion, l'inférence,
mais aussi tout ce qu'on peut recevoir comme renseignement par le témoignage, à condition que les personnes qui parlent soient dignes de foi. Il y en a de moins en moins sur cette planète, de gens dignes de foi. Donc ça, c'est pramana. Alors, est-ce qu'on veut arrêter complètement pramana? Non. On veut plutôt développer pramana, parce que pramana est un outil qui nous permet de nous rapprocher de la compréhension de ce que c'est que le yoga. Si c'est un vritti qui devient douloureux, c'est parce qu'on ne sait pas l'utiliser correctement. Le deuxième outil, la deuxième fonction, pardon, le deuxième vritti donc, qui est cité, c'est viparyaya, une connaissance qui est allée de travers. C'est-à-dire l'exemple classique qui est donné, on marche le soir au crépuscule quelque part en Inde, on voit une forme levée et immédiatement il y a un mouvement de recul parce que la peur nous gouverne dans un pays où le cobra est très fréquent et le cobra se lève et se redresse avant de frapper. Donc, on pense que c'est un cobra alors qu'en fait, c'est une corde. Bon, c'est un exemple qui est donné. Donc, on a souvent dans la vie des pensées ou des jugements qui vont se révéler erronés, mais sur le coup, on pense qu'ils sont justes. Alors, ce vritti-là, effectivement, il nous embarrasse beaucoup. Le troisième, viparyaya, c'est de la nature de l'imaginaire. Alors, l'imaginaire, ce n'est pas seulement négatif. C'est négatif quand on projette des choses qui sont… par exemple, si on veut un exemple de vikalpa, d'imaginaire négatif, c'est ce qui se passe dans les cauchemars. Hein. Quand notre cerveau crée des scénarios épouvantables où on se réveille en sueur parce que ça nous a profondément effrayé ce qu'on a vu dans le rêve. Le rêve, c'est un fonctionnement de l'imaginaire. C'est quelque chose que le cerveau crée indépendamment de la réalité d'un fait qui se situerait à ce moment-là en nous ou autour de nous. Et puis ensuite, il y a le sommeil profond. Alors, on ne veut pas arrêter le sommeil profond, parce que si on arrêtait le sommeil profond, on ne survivrait pas plus de 3 ou 4 fois 24 heures. Hein. Ouais. C'est absolument indispensable de plonger dans le sommeil profond. Mais ça indique en tout cas que l'état de yoga, ce n'est pas le sommeil profond. Ce n'est pas pendant le sommeil profond qu'on va découvrir ce que c'est que l'état de yoga, parce que dans le sommeil profond, il y a une absence de possibilité de voir ce qui est en train de se passer. On ne peut que se souvenir d'une absence et que cette absence a été très positive parce qu'on se sent rechargé à bloc quand on a vraiment le sentiment d'avoir bien dormi. Quand on dit j'ai bien dormi, c'est qu'on a dormi et qu'on a le souvenir de ne pas avoir été réveillé ou qu'on n'a pas rêvé pendant une période de temps suffisamment longue. Et la cinquième fonction de Chitta, c'est smriti, la mémoire. Alors, la mémoire, elle a des côtés très positifs qu'on ne veut pas voir disparaître. Par exemple, si soudainement je perds la mémoire de la langue, je peux continuer à bouger mes lèvres et ma langue, et puis vous entendrez que des borborigmes ou des mots qui n'ont pas de sens, des sons qui n'ont pas de sens. Je n'ai pas envie de perdre la mémoire non plus de comment conduire une voiture ou peu importe la technologie que j'ai à employer. Mais la mémoire peut être extrêmement douloureuse quand elle fait revivre des moments de souffrance passée et qui donnent naissance ensuite à la crainte que ces moments se renouvellent, etc. Donc, elle peut être klishta ou aklishta, elle peut être douloureuse ou non douloureuse. Et la question qu'il faut se poser, elle est double, c'est alors pourquoi dit-il qu'il faut nirodha, arrêter les vrittis, les fonctions du chitta? Et la deuxième question, c'est s'il y a klishta et aklishta, qu'est-ce que c'est que ces kleshas? C'est-à-dire vers quoi ce fonctionnement peut nous amener qui serait la cause de la douleur, de la souffrance. Et là, les kleshas, ils sont indiqués comme… enfin, est-ce que je dois développer? Oui, je pense qu'il faut que je développe pour que ça soit clair. Le premier klesha s'appelle avidya. Avidya, ça veut dire ne pas voir. C'est-à-dire voir de travers, c'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont.
Et sa première conséquence s'appelle asmita, le sentiment d'un moi, un je suis, qui n'est pas le je suis authentique. Et c'est ce qu'on pourrait traduire par l'ego. Et à partir de là, nécessairement, les trois autres kleshas vont se manifester. L'attraction, raga, la répulsion, dvesha, et la peur qui vient de l'instinct de survie, abhinivesha, qui est présent dans tous les êtres, aussi bien les plus rudimentaires que les plus évolués. Et donc là, on a pointé du doigt le fait que c'est le processus qu'on appelle asmita, qui est la première conséquence du fait qu'on ne voit pas clairement. Et dans la définition du yoga, tu en as donné la moitié. Tu as dit yoga chitta vritti nirodha, mais c'est que la moitié de la définition parce que la deuxième moitié, c'est tada drashtuhu swarupe avastanam. Alors ce qui voit vraiment s'établit dans sa vraie forme, dans sa vraie nature. Ça implique quoi? Ça implique que le reste du temps, ce qui voit est obligé de voir à travers les vrittis, est obligé de voir à travers le fonctionnement de cet instrument qui est la conscience humaine qui est limitée, et cela donne comme conséquence, et c'est la fin de la définition du yoga, le sutra suivant qui dit que à tous les autres moments qu'à ceux où on a réussi à voir la nature dangereuse des fonctionnements du chitta, quand ils sont animés par le processus de non-vision claire, cela donne sarupiam, l'identification. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une pensée, je suis en train de les ennuyer monumentalement en racontant ce que je raconte. Si je m'identifie à cette pensée, ça va complètement me couper de la possibilité d'entendre ce que vous avez à me dire par rapport à mes explications, parce que je vais immédiatement avoir le sentiment d'être à côté de la plaque, etc. Donc, la pensée qui a traversé mon esprit, ceux-là qui voient la voix, et s'il n'y a pas le processus d'identification, elle le voit pour ce qu'elle est, une simple pensée, un peu de vapeur, pas grand-chose. Il ne faut pas s'y en inquiéter. Voilà, en gros, c'est comme ça que je pourrais développer la très juste remarque que tu as faite. Oui, c'est ça qui est important. C'est d'arriver au silence de la pensée. Mais on n'y arrive pas en essayant. On peut arriver momentanément au silence de la pensée en respirant, en méditant, mais si vous avez observé ce qui se passe, elle revient avec autant de force après. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre tout le processus. Et pour le comprendre, il faut le regarder, il faut le voir. Et c'est ça la méditation. Et ça ne se fait pas seulement à certains moments, ça se fait, je dirais, 24 heures sur 24. On ne peut pas le faire 24 heures sur 24 volontairement, mais petit à petit, on devient de plus en plus dans un état, on est plutôt un état de vigilance permanente sur la manière dont ça se passe en soi. Et le fait de voir comment les pensées fonctionnent en soi, petit à petit, font retourner le regard et ceux-là qui voient réalisent, c'est pas moi qui réalise, mais ceux-là qui voient réalisent que c'est la pensée, les émotions, les sentiments, les affects, tout ça, ce sont des choses vues et que cela qui voit est indemne par rapport à toutes ces choses vues. Résumé très succinct de l'enseignement du yoga. On va peut-être pas insister parce que là, effectivement, je sens que ça va décrocher, mais j'aurais bien continué un petit peu. Si tu veux, vas-y. Hein. Non, si personne d'autre n'a de questions. Je voudrais revenir. Oui, effectivement, le truc, c'est qu'il y a vraiment qu'en méditation profonde où je trouve qu'on peut approcher la chose, où on arrive à totalement, quasiment totalement arrêter le processus mental et effectivement être dans cet état de, quelque part, de pure conscience où, en fait, on n'est pas rentré dans l'état de sommeil, mais on en est très, très près et on est exactement entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire, en fait, on peut voir
toute la partie inconsciente qui émerge, ça se passe sous forme d'hypnagogie, de choses comme ça, et le processus mental est totalement arrêté. Alors la différence avec le sommeil, c'est que pendant le sommeil, on s'endormirait. Mais en méditation, on peut se maintenir. On s'endort, ouais. Mais on peut se maintenir dans cet état, dans un état de méditation très avancé. Et l'intérêt, c'est que effectivement, ça nous. Enfin, moi, je trouve que c'est une forme de libération extrêmement puissante, parce que d'abord, ça entraîne des états de modification physique, etc. On sent plus son corps, etc. Enfin, c'est vraiment très, très, très agréable. On a des phénomènes que les bouddhistes appellent piti, etc., sur lesquels on peut jouer pour aller encore un peu plus loin. Mais quand même, ça nous montre dans quel état, un état qu'on pourrait dire d'une certaine manière presque libéré, à quoi ça ressemble. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, effectivement, quand on arrête, on peut se sentir bien encore un certain moment, mais pas très longtemps, et on redevient tout à fait normal bien trop vite. Normal au sens, les vrittis nous reprennent à la vitesse de l'éclair. Donc, il n'y a qu'un seul vritti qui est dangereux. C'est souvent l'histoire que je raconte à pas mes élèves, parce que je n'ai pas d'élèves à proprement parler, j'ai des futurs professeurs en formation. Je raconte l'histoire de ce grand yogi qui entre en méditation très facilement, qui reste un temps indéfini, il n'est pas conscient du temps. Et donc, ce jour-là, il dit à sa femme, je vais me retirer dans ma salle de méditation. Et sa femme, qu'il connaît bien, lui dit, oui, oui, mais dis-moi, avant de te retirer, quel plat tu veux que je prépare pour ton repas? Je l'attendais, celle-là. Tu la connais? Non, Et non, le yogi dit, bah, tu sais bien, moi, mon curry préféré, enfin mon masala préféré, c'est tel ou tel plat. Bon, peu importe le plat. Donc la femme se dit, j'ai le temps, je vais aller au marché, je vais acheter des provisions, je vais préparer. Donc elle prend tout son temps pour préparer le repas. Puis au moment du repas, quand même, tout est prêt, tout est cuit. Elle va tout doucement jusqu'à la porte qui est un rideau en fait de la salle de méditation. Elle regarde et son mari est en méditation profonde, donc elle ne veut pas le déranger. Donc elle attend, le repas se refroidit. Elle se dit, bon, bah, tant pis. Elle appelle les mendiants qui immanquablement sont dans la rue. Elle leur distribue le repas. Elle en garde une part pour elle et elle se dit, je vais préparer le repas suivant quand il va sortir de sa méditation. Bon. En fait, les jours se passent, les semaines se passent. Il est en méditation et il n'en sort pas. Donc, elle a abandonné l'idée de lui faire son plat préféré. Et puis, tout d'un coup, elle entend une voix puissante qui vient plusieurs mois après, une voix puissante qui vient de la salle de méditation et qui lui dit « Femme, et mon curry ?» Vous comprenez? C'est-à-dire, il était en état de méditation profonde pendant des mois, etc. Mais quand il en sort, il est exactement le même que quand il y est entré. Ça n'a pas changé fondamentalement sa manière d'être. Et c'est donc le problème, le seul vritti, c'est celui de l'identification. C'est le processus par lequel on croit à notre histoire, à nos goûts. Lui, c'est le curry, mais c'est aussi le fait qu'il a la prédominance sur sa femme. Ça, c'est typiquement de la culture de l'Inde, et ainsi de suite. Et si ça n'est pas résolu, les états de méditation profonde produisent effectivement des prises de conscience très importantes, mais ne touchent pas à la structure égocentrée fondamentale. Et c'est elle qu'il s'agit de repérer. Et la repérer, c'est d'une certaine façon lui couper l'herbe sous le pied, ou en tout cas cesser de l'alimenter. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour aller vers l'amour, la compassion, la joie. Et l'écoute bienveillante, peut-être qu'effectivement, je ne sais plus ton prénom, Monique? Non. Mireille? Non. C'est Mireille? Hélène. Bon. Hélène, tu as raison. L'écoute bienveillante, peut-être qu'on peut, jusqu'à un certain point, essayer de la développer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un veuille développer l'écoute bienveillante? C'est comme pour la méditation. Si on veut écouter quelqu'un avec bienveillance, il faut se poser la question pourquoi et voir clairement pourquoi on veut écouter cette personne avec une écoute bienveillante. Si on s'assoit pour méditer, il faut vraiment regarder pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle on s'assied pour méditer? Parce que la plupart du temps, on va repérer que c'est fondamentalement pour une raison égocentrée et que si on l'a vu, à ce moment-là, ça change tout. Si on ne l'a pas vu, à ce moment-là, ça
c'est le même processus que d'aller faire ses courses. Ça ne conduira pas à plus de transformation radicalement. Basta. Basta pour cette question, mais peut-être quelqu'un a une autre question. Oui, moi j'avais une remarque par rapport à ce que vous disiez de l'état de vigilance permanente, d'analyser en permanence ce qui se passe pour voir si, nanana. Je me dis, mais c'est super crevant, quoi. Enfin, C'est pas analysé, Hélène. Ah, Analyser, c'est un processus conceptuel. ouais, non, mais d'accord. Donc, Regarder, pour voir. voir, c'est pas Mais, pareil. ouais, non, mais ouais, je vois la nuance. Mais du coup, ça veut dire qu'on se dédouble tout le temps, quoi. Et Non, non, voir, c'est la chose la plus simple au monde. Pourquoi ouais. tu dis dédoubler? Bah, parce que s'observer en train de faire quelque chose, c'est toujours être à deux niveaux de conscience différents. Je prends ma montre que j'avais enlevé de mon poignet et je mets ma montre, geste très familier le matin, à mon poignet. J'ai ni besoin de beaucoup d'énergie pour voir ce que je suis en train de faire. Et du moment que je ne cherche pas à comprendre, il n'y a aucune énergie dépensée inutilement. Voir, c'est tout simplement être présent à ce qui se passe ici et maintenant, à chaque instant. Ce que nous voulons, c'est changer ce qui est ou comprendre ce qui est. Et ça, c'est deux sources énormes de dilapidation d'énergie. Et l'analyse en est une aussi. Donc, voir, c'est simplement être à chaque instant conscient ou, si vous voulez, en train de voir ce qui est en train de se passer. La difficulté, c'est de voir sans juger. C'est de voir sans comparer. C'est de voir sans s'attendre à quelque chose. C'est juste de voir. Et ça, c'est pas fatigant. Oui? Je sais pas, c'est Mireille, non? Qui veut poser une question. On t'entend pas, Mais Mireille. on l'entend Ah pas. oui, c'est mieux Ça y est. Voilà, avec, ça y est, on c'est mieux t'entend. avec le micro. Ça y est, je sais même plus ce que je veux dire. Mais, oui, cette notion de voir, pour moi, est très parlante, puisque il y a très longtemps, une tante qui est chère à mon père m'avait dit, tu sais, quand tu fais la soupe, pèle tes carottes en conscience et rappelle-toi qui les a plantées, qui les a cultivées, qui les a transportées, carottes et tous les légumes qui composaient le plat. Et alors pour moi, c'était une révélation parce que je faisais ça sans y faire attention. Et ben, cette histoire de carottes me poursuit et c'est vrai que souvent, je me prends à observer, donc voir du coup certains gestes, actes, voire pensées. Et c'est vrai que c'est, comment dire, enfin, je sais même pas le mot qui irait, mais d'être dans cet état qui voit, c'est reposant. Voilà. Parce Pour moi, que quand tu vois, la pensée se tait. c'est ça. Là où ce que cette personne t'a dit, t'a dévié un peu, c'est quand elle te dit, quand tu pèles une carotte, sois consciente de ce que tu fais et pense à la personne qui l'a cultivée, etc. Hop, là, tu es parti ailleurs. C'est très bien d'y penser, d'avoir de la reconnaissance, mais tu n'es plus dans la vision de l'acte, tu es dans la vision de la pensée, qui est aussi OK. Mais voilà, la simplicité de voir, c'est qu'il n'y a pas besoin de penser à qui a fait le pain quand tu tranches une tranche de pain et que tu la manges. Par contre, le fait d'être en relation avec la saveur, la structure, enfin ce que ça fait naître en toi comme réaction, parce que voir n'exclut pas l'apparition d'une pensée de jugement. Et la difficulté, c'est que s'il y a une pensée de jugement, immédiatement, il y a une autre pensée de jugement qui va juger la pensée de jugement en disant c'est pas bien de juger. Donc, voir, c'est voir ce processus. Il y a un moment où ça peut être assez exaspérant parce que tu as l'impression que ce processus n'a pas de fin. Mais en fait, si tu continues à regarder,
si tu continues à être dans l'état de voir, ça va s'apaiser. Et c'est ça qui est reposant parce que d'un seul coup, tu t'aperçois que sans avoir fait d'efforts, sans t'être mis sur un tapis pour respirer ou pour méditer, de ce point de vue, il y a quelqu'un qui a un témoignage très intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Elle s'appelle Marie Gall. C'est une scientifique. Elle est très discrète et elle n'aime pas parler d'elle. Et je sais qu'il y a des livres qu'elle a écrits ou qui ont été enregistrés et qui ont été ensuite transcrits en livres. Elle faisait justement la vaisselle. Et c'est arrivé subrepticement, elle n'a pas choisi. Tout d'un coup, elle a cessé de penser parce qu'elle était totalement dans le fait de faire sa vaisselle et elle a découvert quelque chose d'extraordinaire, tout à fait normal et naturel en même temps, mais pas extraordinaire dans le sens des choses étonnantes. Simplement, elle a découvert qu'elle était là sans être là. C'est-à-dire qu'il y avait une présence totale, mais cette présence, ce n'était pas elle. Et puis, c'est parti. Ça l'a quittée. Alors, en bonne scientifique, elle s'est dit, il faut que je renouvelle, enfin, il faut que j'observe comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et que je renouvelle les conditions de l'expérience. Et elle a retrouvé les conditions de l'expérience. Et après, elle s'est établie dans cet état. Donc, c'est un témoignage intéressant à lire. Je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais si ça vous intéresse, je pourrais envoyer la référence à Marie et vous lui demanderez. Comment elle s'appelle? Tu peux répéter? Marie Gall, M-A-R-I-G-A-L. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce que tu allais en fait poser comme question si tu en avais une? Moi, je voulais arriver à la notion de vide, mais je ne sais pas comment poser parce que dans ces états d'observation où effectivement le processus petit à petit se calme, la pensée, le corps, du coup la présence, on est là, enfin on est là, je sais pas qui est là, du coup des fois. La présence est là, mais il n'y a plus toi. Ben, c'est sûrement, mais bon, je ne me suis même pas posé la question, mais des fois, voilà, je suis là, je ne suis pas là. Et une fois, il m'est arrivé quelque chose d'assez bizarre, c'était d'être dans au centre, tellement calme, que j'ai ressenti ce vide. J'avais l'impression d'être au milieu de l'axe qui tournait, en fait. Et moi qui ne bougeais pas. Et j'ai eu un peu le vertige. Ça fait peur. Parce qu'il n'y avait rien qui m'incitait à bouger. J'étais pas mal, mais du coup, c'était un état de super centrage. Du coup, il n'y avait plus rien à faire. C'était une fois. C'était une fois, mais c'était très fort. Et c'est parti. C'est parti. Mais je sais que ça peut revenir, mais j'en ai un peu peur. Voilà. Et oui, parce qu'on tient à son identité. On tient à être la personne que l'on est. Et le fait de découvrir qu'au centre de soi-même, il y a un espace infini qui est totalement silencieux et qui accueille tout indistinctement, sans chercher quoi que ce soit, sans vouloir quoi que ce soit, c'est pas facile à admettre. Hein. On a le sentiment que quand même, on a un rôle à jouer sur la Terre. Ça me fait beaucoup rire quand les gens disent « Ah oui, mais si je suis venu sur Terre, c'est que j'ai un rôle à jouer. » Ah oui, moi je veux bien, mais… Alors la fourmi qui est venue sur la Terre a un rôle à jouer, l'électron qui tourne autour du noyau a un rôle à jouer, et toute chose a un rôle à jouer, mais ce rôle à jouer, il est, comment dire, minuscule par rapport à la taille de l'univers. Et donc, la personne qui se croit si importante à s'attribuer un rôle dans l'univers, son rôle peut-être, c'est de s'effacer pour laisser la place à ce vide qui n'est pas vide. Parce que au moment où tu as vécu ça, ça n'a pas éliminé l'environnement, ça n'a pas éliminé la possibilité d'agir. C'est simplement que tu n'y étais plus comme tu étais habitué d'y être. Et ça fait peur. Mais peut-être que tu peux, comment dire, changer de réaction par rapport à ça et te dire que finalement,
c'était pas si mal que ça. Et puis, et surtout pas surtout pas le rechercher, parce que dès que tu le recherches, tu fermes la porte. Alors, pour en revenir au yoga quand même, parce que je veux pas. Le yoga apporte quelque chose sur le plan de la personne. Ce quelque chose a une grande valeur parce que ça permet à la personne d'être un peu moins mal en tant que personne. Et être un peu moins mal en tant que personne, c'est sûrement une condition nécessaire pour pouvoir aller dans la direction sans peur de ce vide qui est un plein, mais qui est un vide de soi, un vide de moi en tout cas. Donc de ce point de vue-là, il y a ou la méditation bouddhiste, hein, je ne dis pas le yoga seulement, mais toute démarche qui vise à nous faire prendre conscience de quelque chose de plus que la vie que vivent tous les gens dans la conscience ordinaire des êtres humains, qui est naître et mourir dans un temps bref en général et sans savoir quelle est l'issue, et essayer de remplir ce temps de choses qui sont sans importance réellement, quand on sait qu'on va mourir et que tout ce qu'on a construit va disparaître et que tout ce à quoi on s'était attaché ne va plus exister pour soi en tout cas, et sans doute on ne sait pas si on va continuer à exister ou pas, ça dépend des croyances que l'on a. Si on s'engage dans une démarche, la vertu de cette démarche, c'est de créer les conditions pour qu'à un moment ou un autre, on accepte de confronter ou même d'inviter cette absence de soi. C'est pour ça que j'ai intitulé la conférence pour en finir avec l'obsession du moi, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais sans doute, on ne peut pas y sauter à pieds joints. Ou ça nous tombe dessus et ça nous fait peur et on en sort et puis on le regrette et puis on voudrait y revenir et à ce moment-là, on fait des efforts et ça ne fonctionne pas. Ou bien, et c'est arrivé à certaines personnes, on y entre de plein pied et on n'en sort plus. Mais c'est comme si ça nous échappait totalement. Moi n'a pas le pouvoir de faire en sorte que ça se produise. Mais moi peut voir ses limites et se dire que ces limites sont destructrices à la fois pour moi et pour ce qu'on appelle les autres, enfin le monde autour de soi. D'autres questions? Marie, Oui, est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? Parce que je vois que on peut alors encore continuer quelques s'était minutes, on mais s'il n'y s'était a pas donné d'autres, une heure. oui, On on s'était y est donné une heure, presque. mais si Sylvette, Christine, Pierre qui s'est appelé Engels sur... Ah, c'est Pierre. c'est Pierre Engels, on ne sait pas pourquoi. Ange, Si vous avez une question, vous allez-y. Sinon, on pourra se dire au revoir. à la prochaine. À la prochaine. Non, Sylvette, non. Christine, ma maman, non plus. Et Engels, peut-être, s'est endormie. À un moment, il faut que tu ouvres ton micro et je ne sais pas te dire comment il faut faire. Parce que tu dois être Si sur sur ton... l'écran en bas. Ouais, mais sur le téléphone, c'est pas pareil, je Ah, pense. sur le Parce que moi, téléphone, ça je sais ouais, moi, pas. j'ai pas de micro, moi. Ouais. Non, moi, je sais pas lire sur les lèvres, maman. Moi non plus. Pas encore. Ben, je sais pas, peut-être Fabrice, Hélène, vous voulez encore, Mireille, si vous avez encore une question brûlante, profitez-en. Peut-être vous n'aurez plus l'occasion de discuter avec François. Moi, je peux discuter encore très longtemps, mais Oui, mais non, je voulais vas-y. peut-être juste revenir sur ce que tu as dit sur la personne, là, Marie-Gall, l'expérience qui lui est arrivée. Apparemment, ça ressemble aussi un petit peu à ce dont parlait Mireille. Alors, les mots que tu as employés, je ne me souviens pas, mais tu as employé des mots spécifiques pour décrire son expérience. Alors, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu aussi un truc similaire qui a duré pour moi à peu près une matinée.
Et ça a été effectivement un petit peu flippant au début. Par contre, ça a été absolument génial et après coup extrêmement jouissif parce que c'était absolument incroyable de plus être du tout soi-même, c'est-à-dire totalement désincarné, c'est-à-dire j'étais en observation de cette petite chose qui était moi devant moi, mais par contre, cette chose qui observait, espèce de super moi, était vraiment déconnecté et royalement au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'était une sensation formidable de, ben voilà, ça me rappelait d'ailleurs des choses dont je rigolais beaucoup quand j'étais gamin. J'ai pas mal été en Inde, sur les chemins et tout. Et il y avait cette image du sage. Je disais, ouais, mais le sage, en fait, quand il voit une vache, il devient la vache. J'avais vu ça un jour et ça me faisait rigoler parce que je me disais, c'est n'importe quoi. Or, moi, j'étais capable de regarder un quart d'heure une espèce de petite fente en bois qui était posée devant moi, tout simplement parce que mes yeux sont posés dessus. Et je la trouvais comme vivante, c'était juste hallucinant. Enfin bref, ça a quand même duré, c'est passé. Et par contre, j'ai essayé de renouveler quasi scientifiquement l'expérience comme a fait Marielle, mais ça n'a pas marché. Et aussi en méditation, j'essaie bien ce que je peux, mais ça ne marche pas non plus. Alors parfois, on approche un peu la chose dans des états de méditation profonde, mais on l'approche, on l'accroche, je dirais, mais en fait, ça ne tient pas. C'est extrêmement, voilà. Alors, c'est extrêmement frustrant. Enfin, on va dire, pour le moins incarné, c'est extrêmement frustrant parce que, en fait, on se dit, mais merde, j'ai rien fait à ce moment-là. Putain, c'est venu comme ça, c'était génial. Et voilà. Et maintenant, je ne peux plus le reproduire. Donc, depuis, je pratique la méditation haute dose. Je fais des trucs, bon, un petit peu incroyables d'un point de vue méditatif, mais au fond, c'est jamais que des jeux et ça n'arrive pas à la cheville de ce type d'expérience. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, il y a des choses, enfin, comment dire, peut-être que ce qu'on appelle la sagesse, enfin, un certain état, c'est justement un certain état, mais on peut pas faire grand-chose pour y arriver en fait. Ça arrive quand ça arrive, quasiment par une sorte de loi du chaos, mais on a beau essayer toutes sortes de choses un petit peu plus sophistiquées, j'ai envie de dire spirituellement. J'aime pas du tout le terme, mais bon voilà. Et en fait, ça marche pas. Il faut vraiment ne pas essayer. Alors personnellement, je vais être extrêmement terre à terre, mais moi, la méditation aujourd'hui, je dirais que je la maîtrise bien, mais par contre, je m'en sers uniquement pour, entre guillemets, vivre des états que je peux appeler de quasi défonce intérieure, parce que c'est génial, mais je ne crois pas du tout que ce soit un outil qui permette vraiment d'évoluer spirituellement. Par contre, à contrariori, ça a quand même des intérêts, c'est que pour bien méditer, on est obligé de faire le ménage dans sa vie. Donc en fait, ça a des effets quand même sur la vie où en fait toutes les choses qui posent problème dans ta vie, en fait, qui vont accrocher ton esprit parce que ça te prend la tête, machin, et ben il faut essayer d'alléger ça parce que quand tu t'assois, le véritable problème, c'est là. C'est en fait toutes ces choses qui sont un petit peu, qui accrochent, ce sont elles qui vont t'empêcher d'aller vraiment dans une méditation profonde. Donc, ça a quand même des répercussions intéressantes sur la vie, ça fait le ménage. Si tu veux pouvoir vraiment aller loin en méditation, il faut faire le ménage dans ta vie. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on comprend au début quand on ne maîtrise pas bien la méditation, mais avec le temps, c'est absolument vital. Mais bon, voilà, ce n'est pas un objet qui va te rendre, enfin, ce n'est pas un outil qui dans l'absolu te rendra sage. Ça, je n'y crois pas du tout. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que plus tu essayes, moins ça risque de venir. Et parce que l'essai vient de qui? Il vient du moi, justement. Il vient de la personne qui a vécu une expérience transcendante, qui l'a transcendée et voudrait bien renouveler cette expérience. Et donc, de ce point de vue, tourne le dos à la possibilité à cette expérience de revenir, puisque fondamentalement, elle vient dans un état, alors je ne sais pas si je dois appeler d'humilité, mais en tout cas d'absence de désir et de vouloir. Et donc, encore une fois, regarder ce processus par lequel le désir s'installe en soi, le vouloir s'installe en soi pour changer ce qui est, c'est peut-être la seule, et pour moi c'est ça la méditation, encore une fois, c'est peut-être la seule option qu'on ait pour ne plus continuer à fonctionner comme tout le monde fonctionne en fait. Parce que quand tu veux
arriver à un état de conscience transcendant, c'est pas vraiment différent que quelqu'un qui veut arriver à être millionnaire ou quelqu'un qui veut avoir une Tesla ou quelqu'un qui veut acheter, je sais pas quel est le couturier à la mode pour les femmes actuellement. C'est toujours le même processus du désir qui est à l'œuvre. Oui, mais le résultat n'est pas tout à fait le même quand même. Non, bien sûr. Christine Coutan, c'est le nom de la maman de... Oui, c'est moi. qui lève la main. Ah, bah ça y est, tu as trouvé. Et Comment on m'entend, parler? donc? Est-ce qu'on Ah oui, m'entend? oui, 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 je t'entends. On t'entend. Oui, bon, moi j'ai vécu un petit peu ça, mais comme disait la personne précédente, et même Mireille, on n'a pas cherché à vivre ce moment-là, c'est venu à notre insu. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on on observe vraiment avec intelligence. Même si on est dans un état de malade, j'étais malade à ce moment-là, je n'ai pas cherché et je me suis vue m'observer. Donc, c'est vrai que c'est surnaturel et puis et c'est évident qu'on a envie de revivre la chose, mais pour moi, c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Ça sert à quoi? C'était un état, oui, c'était beau, impressionnant, ça m'a épatée, mais à la limite, je vais le revivre. À quoi bon? Je l'ai vécu. Je ne vais pas provoquer puisque c'est venu à mon insu. Je ne peux pas le provoquer et je n'ai pas envie de le provoquer. Si ça doit arriver, ça arrivera de nouveau. Mais je crois que c'est un petit peu comme un état de mort. Moi, je suis croyante et je me dis que c'est peut-être ça la mort en fin de compte. C'est observer ce que l'on est vraiment, soi. Ben, SOI. mourir, le corps meurt, c'est pas très, comment dire, significatif. Mais mourir avant de mourir, c'est-à-dire mourir en tant que personne séparée, mourir, que la conviction qu'on est une personne séparée meurt avant de mourir, avant que le corps ne meure, c'est fondamental. Parce que c'est seulement quand on est vivant qu'on peut mourir. Quand je dis c'est seulement quand on est vivant qu'on peut mourir, je ne veux pas dire que c'est parce qu'on est vivant qu'on va mourir et que c'est inévitable. Je veux dire que c'est seulement quand on est vivant qu'on peut s'apercevoir que la vie qu'on mène, on a accepté de se laisser enfermer dans quelque chose de tellement limité, de tellement conditionné par le passé, qu'il est urgent de mourir à cela. Et c'est pas chercher un état, c'est voir la prison dans laquelle on est et que l'on crée à chaque instant et que l'on recrée perpétuellement. Et si on le regarde ça constamment, et encore une fois, ce qui est difficile, c'est de le regarder sans jugement et sans attente, à un moment donné, peut-être, on meurt. On meurt, mais le corps continue et à l'intérieur du corps, le corps est le véhicule pour une présence qui est à la fois soi et qui n'est pas moi. C'est-à-dire, quand je dis soi et pas moi, je veux dire on est là dans la position que propose le yoga du voyant qui s'établit en sa vraie forme. Le voyant, c'est pas moi. Le voyant, c'est un espace infini, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas figurer. Hein, l'homme a essayé de figurer, l'homme et la femme ont essayé de figurer Dieu. Quelle absurdité. On ne peut pas. Non, c'est impossible. Non, non. C'est pas une figure, c'est pas une forme, c'est pas un contenu, c'est le contenant, c'est l'espace infini dans lequel tout se déroule. Et c'est chacun d'entre nous en même temps. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu disais que dans l'empathie, on ne peut pas être dans l'empathie si on reste soi. Il faut qu'on soit séparé, enfin, je veux dire, séparé de notre soi pour être dans l'empathie avec l'autre. C'est pas ça? Non, non, séparé de notre soi, c'est pas mal. Séparé du sentiment de séparation. On peut le dire comme ça. Mais la compassion et l'empathie, c'est quand même peut-être deux choses différentes. L'empathie, c'est la faculté de pouvoir éprouver de la compassion. Je pense que l'empathie, la plupart des gens qui n'ont pas été trop meurtris, ils l'ont naturellement. La vraie compassion, c'est-à-dire la capacité à se laisser complètement toucher par la souffrance de l'autre, oui, ça c'est quand même beaucoup moins fréquent que l'empathie.
L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est être capable de ressentir l'autre presque comme soi-même. Oui, voilà. Je pense, oui. Sans jugement, justement. Que l'autre ne se sente pas jugé, mais accepté tel qu'il est. Oui. Moi, je le vois tout simplement comme ça. Très bien. Voilà, c'est tout. Ben, on va remercier beaucoup Marie d'avoir eu l'idée de cet échange. Ben oui, remerciez-moi. Ben, je te remercie Merci, vraiment, François. sincèrement. C'était Ouais. super sympa. Et ben, s'il y a d'autres besoins, je suis toujours prêt à continuer à faire des échanges, hein. C'est tout à fait possible. Bah, Je vous grand souhaite, merci à toi, François, vraiment d'avoir accepté ce deuxième round. En plus, c'est bien parce qu'on était un comité tout limité, donc tous ceux qui voulaient s'exprimer ont pu s'exprimer. Ouais, grand merci à toi, François, d'être présent et disponible pour celles et ceux qui aiment qui le veulent. l'exploration. Ouais. Bonne Merci soirée Marie, à merci chacun François. et chacune. Qui est-ce qui vient de parler? C'est Pierre, c'est Engels. Ah, c'est Pierre, le mystérieux, le secret, le caché. Merci François, merci Marie. Merci Pierre. Merci Bonsoir. à tous. Merci. Belle soirée, belle nuit à tous. Au revoir. Au revoir.